Bonjour à tous, bonjour et bienvenue à cette matinée consacrée au financement durable. Alors on a vu ces dernières années pléthore d'obligations vertes, d'obligations sociales, de prêts adossés à des indicateurs de performance ESG ou encore de financement bancaire conditionné par des critères RSE. Alors est-ce un effet de mode ou au contraire une tendance de fond appelée à s'amplifier ? Je suis Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous ce matin pour débattre de ces questions. Nous sommes réunis dans ce bel amphithéâtre des Échos jusqu'à environ 10h30. Nous allons commencer par une table ronde qui posera bien les enjeux. Ensuite, Cécile Cabanis, directrice générale adjointe du groupe Tikeo, nous donnera son point de vue de financeur. Enfin, nous entrerons dans le détail de la mise en place d'un financement durable à travers une série de questions très pratiques. Alors, place tout de suite à la table ronde. Je me tourne vers nos 4 intervenants. Bonjour à tous les 4. Je vous propose de prendre vos micros parce que vous en aurez rapidement besoin. Alors, à mes côtés, pour parler des financements durables, pourquoi faut-il mettre en place un financement durable ? Quels bénéfices et quels inconvénients pour les entreprises ? Quelles précautions il faut prendre ? Baptiste Jagneau, tout d'abord. Bonjour Baptiste. Bonjour. Vous êtes directeur administratif et financier du groupe Séché Environnement. À vos côtés, Karl Nidveld, bonjour. Bonjour également. Vous êtes Global Head of Analytics and Research chez S&P Global Ratings. Alors, je précise tout de suite que vous êtes du côté analyse de crédit, même s'il y a aussi des équipes spécialisées dans l'analyse ESG au sein de S&P, bien sûr. Vous nous expliquerez. Bon, je suis un peu un exemple de l'intégration qui se fait de toute façon entre des équipes sustainability et l'analyse crédit. Il y a de plus en plus de convergence, mais c'est vrai que j'ai passé 20 ans en tant qu'analyste crédit, surtout sur le secteur énergie et infrastructure. À vos côtés, Aurélie Rabou-Georges. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, vous êtes associée en conseil, dette et trésorerie chez Mazars. Normalement, je le dis en anglais, mais... À vos côtés, Florence Trésarieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en charge de la trésorerie et des relations investisseurs chez Pernod Ricard. Alors, pour commencer, j'aimerais que ce soit bien clair. Quand on parle de financement durable, de quoi parle-t-on exactement ? Comment marchent ces financements ? Alors, Aurélie, vous avez accepté de vous prêter au petit jeu de la définition. Exactement. Bonjour à tous. Alors, pour poser effectivement peut-être le cadre derrière ce mot financement durable, ce marché du financement durable, c'est un marché tout d'abord qui a considérablement évolué et qu'on peut schématiser en 2 grandes catégories. La catégorie fléchée, des financements fléchés, je vais y revenir, et des financements non fléchés. Tous deux étant évidemment, mais c'est pas si évident que ça au début, disponibles en format et déclinés en format bancaire ou en format obligataire. Alors, qu'est-ce qu'on entend par financement fléché ? Un financement fléché, c'est un financement pour lequel les fonds levés vont être affectés au financement d'un projet en faveur de la transition écologique. Et là, ça, c'est le format green. En faveur d'un projet qui porte un impact social, ça va être le format social, social bond, social loan. Et on peut avoir un mix des deux. Et là, le format devient un format dit sustainable. Ces financements sont caractérisés donc par l'affectation des fonds et notamment par le reporting qui va encadrer ce financement sur comment les fonds auront été utilisés tout au long de la vie du financement. C'est un marché qui s'est considérablement développé, mais néanmoins, on le voit assez vite de par l'utilisation des fonds. Les cas d'application peuvent être limités. Et soucieux d'encourager les entreprises qui participent au développement durable, c'est développer une deuxième catégorie de financement, les financements dits fléchés, non fléchés, pardon. Donc ce sont des financements qui sont destinés au financement du besoin généraux de l'entreprise. Et là, on voit tout de suite que les cas d'application peuvent être beaucoup plus larges. Alors, la grande caractéristique de ces financements dits Sustainability Link, ce sont des financements en fait, dont les critères financiers, et donc essentiellement la marge, va varier en fonction de l'atteinte ou non d'objectifs qui auront été définis préalablement et d'objectifs en matière de développement durable, en matière de critères ESG. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête sur ces financements Sustainability Link, quand on parle d'objectifs, la mécanique, c'est vraiment d'introduire
la dimension extra-financière au sein même du financement. Maintenant, ces objectifs, ils ne sont pas définis au hasard, ils sont encadrés. Et ces objectifs, ce sont des objectifs qui doivent être, je l'ai dit, définis au préalable. Donc l'entreprise va s'engager sur sa performance future, c'est un point très important. Et ces objectifs doivent être ambitieux, doivent être précis et doivent être chiffrés à la fois à moyen terme, mais également à long terme. Ces objectifs, et vous allez retrouver un vocabulaire qu'on voit beaucoup dans la littérature sur le sujet, ces objectifs vont ensuite être suivis au travers de ce qu'on appelle le KPI, donc les indicateurs clés de performance. Et ces objectifs vont être évalués par rapport à des objectifs de durabilité que va se fixer l'entreprise. Un point très important qui concerne ces deux catégories fléchées et non fléchées, c'est que ces financements, aujourd'hui, ne sont pas des financements standardisés. Ce ne sont pas des financements avec des critères contraignants, mais ce sont des financements qui sont encadrés par ce qu'on appelle des principles. Donc vous avez des Green Bond Principles, Social Loan Principles, etc. Je ne vais pas tous les décliner. Les cadres fixés par les associations de marché. Exactement, par l'ICMA et la LMA notamment. Et ces principles, qu'est-ce que c'est au fond? Ce sont des meilleures pratiques qui vont venir encadrer la structuration, la communication, le reporting autour de ces financements, de manière à ce que les différentes parties prenantes, les entreprises, les conseils, etc., viennent à structurer et à orienter le marché vers un marché crédible. Et ça, c'est extrêmement important. Dernier point, ces financements Sustainability Linked notamment, j'ai parlé de loans, j'ai parlé de bonds, d'obligations, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'aujourd'hui, à partir du moment où on introduit de l'extra-financier dans le financier, ils sont déclinables dans beaucoup de formats et de plus en plus. On peut l'avoir dans des dérivés, on l'a dans de New CP, on l'a dans du Sustainable Supply Chain Financing. Voilà, la liste est longue. Merci beaucoup Aurélie. Alors, si on illustre ça, je me tourne vers les entreprises. Florence, est-ce que vous avez mis en place un financement de ce type-là et pour quelles raisons? Alors, on a mis en place effectivement un Sustainability Linked Bond il y a quelques semaines, il y a un mois à peu près. Donc c'est notre premier. Et effectivement, il s'inscrit parfaitement dans ce que Aurélie a décrit, c'est-à-dire que les fonds ne sont pas fléchés, mais le coupon est lié au respect d'un certain nombre d'engagements sur notre feuille de route ESG. Pourquoi on a émis un bond Sustainability Linked? Donc Pernod Ricard est un émetteur de bonds classiques en euros et en dollars depuis assez longtemps. Et en parallèle de ça, on a une culture ESG ou un ADN ESG qui est très ancré dans l'entreprise depuis toujours et qui s'est traduit par un certain nombre de feuilles de route, dont une feuille de route très détaillée qu'on avait publiée en 2019. Donc depuis 2019, on a observé le développement de marché qu'Aurélie illustrait, et puis on avait ce projet effectivement d'inscrire aussi nos financements dans cette logique-là, et puis c'est walk the talk, hein, c'est exactement ce que fait ce bond, pour donner de la force à la fois en interne et en externe à nos engagements ESG. Très concrètement, vous avez levé combien et quels étaient les critères sur les... Enfin, alors, grosso modo, c'est peut-être très précis, hein, mais en grande masse, quels étaient vos critères et quels sont les avantages que vous tirez si vous les respectez? Alors effectivement, la taille, on a levé 750 millions à 7 ans. Et on a deux critères. Donc notre feuille de route est beaucoup plus large que ça, hein, mais on a choisi deux critères. Un critère carbone, donc une réduction de notre empreinte carbone scope 1 et scope 2, qui est nécessaire pour être éligible à la Banque Centrale Européenne, hein, ce qui est un point très important pour un émetteur. Et on a un second critère qui est plus spécifique à notre industrie, qui est l'eau, parce que l'industrie des boissons, et notamment des boissons alcoolisées, est très consommatrice d'eau, notamment dans nos distilleries. Et on a un engagement de réduction de notre utilisation d'eau qui est assez important. Donc on a ces deux critères-là qu'on a inscrits donc on a des objectifs 2030 et donc on a défini dans le cadre de cette obligation des critères intermédiaires. L'intérêt pour nous, donc il n'y a pas tellement d'intérêt il n'y a pas d'intérêt financier à respecter ces critères. En fait, il y a un désintérêt financier à ne pas les respecter. Donc c'est un engagement qui est assez fort puisque on perd de l'argent, on payera plus d'argent à nos investisseurs si on ne devait pas respecter ces critères intermédiaires qu'on a fixés à 2025. En miroir, peut-être, Baptiste Jadiot, chez Séché Environnement, qu'est-ce que vous avez fait comme financement durable et pour quelles raisons? Donc, tout d'abord, nous aussi, on a choisi, chez Séché Environnement, de choisir d'émettre une obligation à critère d'impact ESG. On a réalisé cela en novembre dernier pour 300 millions d'euros avec deux critères principaux.
scope 1, scope 2, réduction des gaz à effet de serre, qui est pas pour des raisons malheureusement d'éligibilité à la Banque Centrale Européenne, mais principalement parce qu'aujourd'hui, ça devient peu à peu une norme. Il faut avoir ce type de critères-là pour pouvoir commencer à parler aux investisseurs. Et puis, un indicateur qui est beaucoup plus propre à notre activité, qui est la quantité de gaz à effet de serre évitée chez nos clients. Séché Environnement est une société qui valorise, traite les déchets dangereux et non dangereux, et donc une partie de l'activité de Séché Environnement, c'est d'aider les clients, ses clients, à réduire leur gaz à effet de serre. Donc ça, c'est un indicateur qui était très important pour nous parce que c'est le cœur de la stratégie de Séché Environnement. 2 éléments pour compléter ce qui a été dit. Par ailleurs, parallèlement à cela, on a réalisé sur les 12 derniers mois 2 autres financements durables. Une ligne de crédit revolving qui intègre ces critères, et puis un EuroPP, un placement privé, qui intègre également des critères de financement durable. Ça montre finalement 2 points. Un, Séché Environnement est une ETI, donc ce n'est pas uniquement accessible aux grandes entreprises, c'est accessible également à des entreprises de taille intermédiaire, 800 millions d'euros de chiffre d'affaires pour Séché Environnement. Et puis, deuxièmement, une fois qu'on a fait ce travail, on peut le répliquer sur l'ensemble des financements de l'entreprise. Ce que j'allais vous demander sont les mêmes critères que vous avez pris pour les 3 financements, ou c'est un peu adapté selon les demandes des investisseurs, peut-être ? Alors, en effet, le placement privé correspond exactement à l'ensemble des critères sur lesquels l'entreprise s'est engagée. Des engagements de biodiversité, d'autosuffisance énergétique, des engagements également en termes de sécurité. Alors que l'exercice sur l'obligation en tant que tel, les 300 millions dont je parlais en novembre, c'est un exercice beaucoup plus normé sur lequel, comme je vous l'indiquais, on n'a utilisé que 2 critères, compte tenu à la fois des discussions préparatoires et du framework qui a pu être fait avec le second party opinion. Je reviens peut-être sur les avantages. Alors, ça vous permet de vous financer moins cher ou ça vous permet de vous financer mieux ? D'abord, quand on est spécialiste de la valorisation, quand on travaille dans l'environnement, on est spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets, la problématique, elle se pose exactement à l'inverse. C'est-à-dire que si on n'a pas ces critères-là, si on n'a pas les critères ESG ou on n'est pas green, la question de la part des investisseurs ou des prêteurs, elle arrive très vite sur pourquoi est-ce que vous ne prenez pas ces critères-là. Donc aujourd'hui, pour nous, en tout cas, c'est un passage obligé pour pouvoir parler aux investisseurs et aux prêteurs. Est-ce qu'on paye moins ? Non, on ne paye pas moins. Mais malheureusement, ça devient complètement obligatoire pour les boîtes telles que nous dans l'environnement. Florence, vous avez déjà dit que vous ne payez pas moins. Est-ce que ça vous a permis d'élargir votre base d'investisseurs ? Est-ce qu'il y a un aspect mieux se financer ? Oui, alors peut-être à la différence effectivement de Baptiste, nous on ne nous demande pas forcément dans notre industrie encore. Je pense que c'est encore, hein, à mon avis, on nous demandera, l'industrie sera interrogée sur cette question-là, notamment sur ces financements assez prochainement, je pense. Donc on était le premier de l'industrie, donc c'était important pour nous aussi de nous inscrire dans cette démarche. Donc on ne s'est effectivement pas demandé par les investisseurs de manière spécifique. En revanche, on a noté une diversification beaucoup plus forte de la demande. On a pu toucher des investisseurs qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir dans nos financements. On a un émetteur assez régulier, donc on a une bonne connaissance de cette base d'investisseurs crédit. Et effectivement, il y a une résonance plus forte de ce type d'émission, donc qui ne se traduit pas par un prix moins cher, mais qui se traduit effectivement par une liquidité sans doute plus importante de ce titre-là. Et dans des marchés qui sont quand même assez volatiles tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est certainement quelque chose qui nous a aidé à avoir un beau succès d'émission. Au-delà de ça, et puis effectivement ce que j'ai expliqué à Cécile, moi je m'occupe aussi des relations investisseurs equity. On voit que ce type d'instrument qui au départ est assez concentré autour du monde du crédit a une résonance au-delà des marchés de capitaux crédit auprès de notre communauté equity. Et donc voilà, ça fait partie aussi de l'engagement et de l'illustration de l'engagement que l'entreprise prend sur sa feuille de route ESG. Aurélie, est-ce que ces deux cas d'entreprise, ces financements sont représentatifs du marché ? Est-ce qu'on voit cette tendance d'un nombre croissant d'entreprises ? Alors, oui, effectivement, cette tendance, elle est indéniable, hein, mais je crois qu'en commentaire et en résonnant avec ce qui vient d'être dit,
ce qu'il faut bien observer, enfin ce qu'on observe en tout cas, c'est qu'il y a vraiment et je vais essayer de ne pas enfoncer de porte ouverte, mais cette prise de conscience collective par rapport à l'urgence climatique, elle se traduit, je fais un raccourci, mais elle se traduit par une forme de pression ou d'incitation, suivant comment on le voit, assez généralisée pour les entreprises, parce que cette incitation, elle vient de partout. On a évoqué là les prêteurs, les investisseurs, Florence a évoqué l'equity, les actionnaires, mais aujourd'hui, la pression de l'entreprise pour aller dans cette direction du développement durable, elle vient aussi des employés. Elle vient des futurs employés, des candidats, quand on cherche à recruter. C'est un point important aujourd'hui pour les entreprises. Elle vient des clients, et au final, c'est un point aussi important. Elle vient des fournisseurs, bref, elle vient de plusieurs parties prenantes. Et en écho à ce que disait Florence, la mise en place d'un financement durable, c'est une façon pour l'entreprise, c'est une contribution pour l'entreprise à la mesure de son action en faveur du développement durable. S'agissant de cette catégorie, donc de cette partie prenante des prêteurs, je crois qu'il faut bien avoir à l'esprit, et Baptiste l'illustre assez bien avec effectivement cette déclinaison au travers de différents supports, c'est que en fait on assiste à, et l'industrie tout entière est à la manœuvre sur ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'il y a une vraie évolution de la vision des prêteurs. Aujourd'hui, quand un prêteur analyse un crédit ou une opportunité d'investissement, les aspects extra-financiers, qui étaient déjà présents dans l'analyse fondamentale, dans l'analyse crédit, mais le poids de la dimension extra-financière, il s'est considérablement accru dans cette analyse. Ça, c'est un premier point. Et aujourd'hui, que ce soit les prêteurs ou les investisseurs, dans leur analyse, vous avez toujours ce pan d'analyse fondamentale, analyse crédit, mais il est quelque part doublé d'une analyse extra-financière en tant que telle. Et ce sont les deux qui sont regardés en parallèle. Et demain, on projette qu'effectivement les deux soient quelque part non pas inévitables, mais que la performance de l'entreprise soit effectivement adressée de manière globale. Je me tourne vers Karl. Alors dans votre analyse crédit, est-ce que vous regardez ces critères et quel poids ça prend aujourd'hui? Est-ce que vous constatez ce poids croissant? Oui, je voudrais juste rajouter quelques chiffres quand même pour situer l'avantage sur la marge est vraiment infime pour nous. En tout cas, on parle de 25 points de base pour un Sustainability Linked Bond. C'est un malus uniquement parce que les investisseurs n'acceptent pas à voir leur marge réduite. C'est difficile pour un investisseur obligataire de se projeter. Par contre, en revanche, pour les banques, cette adaptation de la marge s'applique aussi bien à la hausse qu'à la baisse. 25 points de base à la hausse, 25 points à la baisse, typiquement. Donc, pour nous, en analyse crédit, ce n'est pas ça qui va changer notre analyse. Pour nous, une obligation Sustainability Linked ou une obligation verte, nous l'analysons de la même manière parce que l'impact financier est identique. Maintenant, je voudrais rajouter un deuxième point. Pourquoi ce n'est pas un effet de mode? Il y a deux éléments à souligner. Quand vous regardez la croissance du marché, et je parle uniquement pour le marché obligataire qui est à caractère durable, elle a augmenté et aujourd'hui il représente 1 trilliard mondialement, annuel. Émission annuelle, c'est 1 trilliard. C'est plus que le double d'il y a quelques années et surtout, ça représente 11% de toutes les émissions obligataires. 11%, vous pouvez dire, ce n'est pas encore énorme, mais là je parle mondialement. En Europe, c'est certainement déjà plus élevé. Et ce 11%, cette année, on pense que ça va plutôt stagner parce que les obligations, les émissions sont en fait en légère baisse, en tout cas pour le premier trimestre, mais aussi pour l'année, ça va stagner. Mais on peut facilement prévoir que cette part des émissions durables va représenter 15-20% dans quelques années, parce qu'il y a les fondamentaux, il y a la transition net zéro, il y a les investissements pour s'adapter au climat, et surtout il y a le changement aussi des investisseurs, la réglementation et des clients finalement. Donc il y a toute cette tendance qui fait que ce 11% va clairement augmenter. Le dernier point que je voudrais rajouter, là je parle marché large, aussi bien les bonds qui sont adossés à un projet que ceux qui sont, comment on dit, non fléchés, donc qui sont adossés à un KPI plus large.
Mais quand vous regardez ce qui va vraiment faire croître le marché, c'est ce dernier segment. Le marché, donc les exemples qui ont été donnés, qui sont adossés à un KPI, parce que c'est une application beaucoup plus large. Les obligations vertes ou sociales, c'est pas aussi facile à identifier un grand projet auquel il faut adosser ce financement. Tandis qu'aujourd'hui, les sociétés qui sont peut-être moins capital intensives ou les sociétés qui n'ont pas des champs d'investissement vert pur, ils peuvent mettre en place un financement basé sur un KPI. Des pétroliers peuvent faire ça, tandis qu'un pétrolier, il peut difficilement faire un financement vert, sauf évidemment si c'est diversifié en renouvelable. Donc voilà deux tendances de fond, 11% aujourd'hui, mais en forte croissance dans les années à venir, et la partie non fléchée, elle représente 10%, cette année ça va être 15%, et donc cette part va augmenter. J'aurais deux questions sur le caractère inexorable de la montée de ces financements. Est-ce que... Deux questions qui n'ont rien à voir, mais qui vont peut-être aboutir à la même conclusion. Est-ce que les banques, d'ici quelques années, ne prêteront plus si on n'affiche pas des critères? Et est-ce que la réglementation, elle aussi, n'est pas en train de pousser ces financements? Est-ce que la réglementation imposera des critères? Qui se lance? Aurélie? Alors, concernant la première question sur les banques, la réponse assez évidente, c'est oui. Dans quelle mesure, dans quel tempo, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et je l'ai dit, la dimension extra-financière, elle est de plus en plus prise en compte. Et il y a un lien avec votre deuxième question, qui est pourquoi est-ce que les banques font ça? Alors effectivement, il y a encore une fois, tout le monde regarde dans le même sens de la lutte contre le réchauffement climatique, les objectifs de développement durable. Mais là où la réglementation va jouer également, c'est que la réglementation, et je pense notamment à la réglementation taxonomie européenne, mais également la CSRD, ces deux pans de réglementation vont venir, quelque part, aligner tout le monde et mettre tout le monde dans le même sens. Alors la taxonomie, c'est effectivement cette classification des activités économiques en fonction de leur contribution aux objectifs de développement durable, à 6 objectifs de développement durable, et la CSRD, pour faire simple, c'est la normalisation du reporting extra-financier. Quand je le disais tout à l'heure, quand je disais ces financements aujourd'hui sont non standardisés et sont guidés par des meilleures pratiques, demain, ce à quoi on s'attend, c'est qu'effectivement, premièrement, un nombre croissant d'entreprises va devoir communiquer sur son information extra-financière, elle va devoir communiquer de manière standardisée, et ça va permettre de comparer, de mesurer tout d'abord, c'est extrêmement important, et de comparer. Et à partir du moment où on arrive à mesurer, on arrive à comparer, on voit bien qu'on va réussir effectivement à accélérer encore, notamment cette typologie de financement de sustainability qu'évoquait Karl. Je voudrais qu'on parle un peu des inconvénients ou des difficultés. Florence, tout à l'heure, je t'ai frappé, vous nous avez expliqué que le groupe avait des ambitions RSE depuis longtemps, et vous venez seulement de faire ce financement. Alors, pourquoi un tel délai, et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes peut-être heurtés? Alors, peut-être pour répondre à votre première question, pourquoi un tel délai? Alors qu'effectivement, notre ambition RSE s'inscrit depuis des décennies, en fait. Bon, je pense qu'on répond aussi à une intention de marché, c'est-à-dire qu'effectivement, le marché s'est structuré, et nos investisseurs se sont sophistiqués pour accueillir aussi ce type de produit. Après, peut-être dans les difficultés, et peut-être les points clés à avoir en tête quand on envisage ce type de financement, déjà, c'est assez long en interne, donc je pense que c'est un point à ne pas minimiser. Chez nous, ça a pris, alors on n'y a pas travaillé tous les jours, mais ça a pris une bonne année avant de pouvoir mettre en place ce type de financement, parce que ce sont des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de se parler, donc la finance et le développement durable ne sont pas des équipes qui se connaissent très bien. Je pense que ce n'était pas évident pour nous d'expliquer ce qu'était un bond à notre responsable RSE, et donc je pense que c'est aussi l'intérêt de ce projet, c'est que les équipes se parlent. Il a fallu que vous aussi, vous découvriez les indicateurs RSE aussi. Exactement, tout à fait. Non, je pense que c'est un des avantages, en tout cas un des takeaways, des leçons de ce travail, c'est ça. C'est-à-dire que c'est des équipes qui se parlent et c'est des équipes qui apprennent à se connaître et donc qui montent aussi ce sujet-là au cœur de l'entreprise. Donc peut-être dans les grandes
peut-être leçon, peut-être enseignement que moi j'en tire, il y a effectivement le temps long. Il faut prendre le temps effectivement de se poser les bonnes questions, de définir des critères intermédiaires. Souvent les feuilles de route, elles sont inscrites dans un temps très long. Donc nous, nos objectifs sont 2030. On avait l'intention de faire une émission plus courte, donc il fallait qu'on inscrive des critères intermédiaires. C'est très important pour ce type de projet d'avoir un bon sponsor. Donc c'est un sponsor au niveau du top management, CEO, CFO, et même le conseil d'administration, dont on l'a évoqué à plusieurs reprises avec le conseil d'administration, qui a été un bon sponsor aussi. Et puis il faut bien s'entourer. En fait, effectivement, c'est un marché en pleine ébullition. Il y a beaucoup d'acteurs qui proposent leurs services d'accompagnement sur cette partie-là, notamment la partie financement. Et donc c'est important de distinguer les acteurs qui pourront bien nous aider. Et donc ça fait partie effectivement des sujets important. Et puis ça reste effectivement, comme tu le disais Aurélie, une résonance qui est très interne aussi. C'est-à-dire qu'il y a un élément de communication, mais ce n'est pas qu'un élément de communication qui engage beaucoup les équipes. Et je pense que c'est important de le souligner. Ce n'est pas que de la communication ou un engagement extérieur. C'est très important pour les équipes d'avoir participé à ce type de projet. Baptiste, chez vous, des difficultés ou des... Alors, moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Florence. C'est un temps long. C'est-à-dire que, globalement, l'ensemble des... Pour nous, c'est un projet d'entreprise, hein, disons-le comme ça, c'est un vrai projet. C'est-à-dire qu'au moment où on s'est dit il faut qu'on intègre ces objectifs ESG, plus que pour le bond, c'est devenu réellement des objectifs à part entière. Nous aujourd'hui, on n'envisage plus de communiquer financièrement comme on communiquait précédemment avec, globalement, on part du chiffre d'affaires et on arrive au résultat net. Il y a autant de poids aux indicateurs extra-financiers qu'aux indicateurs financiers. Et ça, c'est globalement la prise de conscience au sein de l'entreprise et au sein des instances de gouvernance pour se dire que, parce qu'avant tout, c'est des contraintes, c'est des engagements et donc c'est des contraintes. Et se dire, je pense qu'il ne faut pas uniquement faire un raisonnement financier qui est de dire finalement si potentiellement je peux gagner 25 points de base en émettant, mais au pire je ne respecte pas les critères et je payerai 25 points de base, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ce sera autant sanctionné en termes de réputation, en termes de crédibilité du management que purement ne pas atteindre une stratégie mise en place par l'entreprise ou des objectifs à moyen terme d'un point de vue financier. Donc, il faut le prendre très au sérieux. Moi, c'est réellement une des difficultés. Il faut qu'il y ait une prise de conscience et que tout le monde adhère finalement à ces objectifs-là. Ça veut dire que pour que tout le monde adhère, il faut qu'on ait un plan crédible, décliné, comme on pourrait le décliner d'un point de vue financier. Et pour cela, en effet, le rôle du conseil qui accompagne, parce que, en fait, oui, c'est un travail entre le développement durable et la finance, mais la déclinaison des indicateurs, surtout quand ce sont des indicateurs qui ne sont pas suivis au quotidien ou qui ne sont pas suivis de façon régulière par les équipes, il y a besoin de définir, et de façon très pragmatique, pratique, les indicateurs. Il faut être accompagné. Voilà, le rôle des conseils, mais un conseil pratique, pas un conseil théorique qui vient et puis qui s'en va, un conseil pratique qui est capable de décliner l'ensemble des actions qui vont faire, des plans d'action qui vont faire finalement l'amélioration des gaz à effet de serre, de l'empreinte carbone, l'amélioration de l'accidentologie, etc. Il faut que ce soit décliné, que ce soit suivi. Le rôle du sponsor, mais le rôle du sponsor et l'ensemble des instances de gouvernance doit être associé. Ça, c'est un message très fort. Vous parlez tous les deux de temps long, mais si on met un chiffre là-dessus, entre le moment où vous avez commencé à penser sérieusement à faire un financement et la sortie de votre premier financement, c'est de quel ordre ? Moi, c'est 6 mois, mais de façon très intense. Très, très intense. Alors nous, c'est 1 an. Et puis, je pense que ce qui est important de rajouter, c'est qu'il n'y a évidemment pas que les financements qui incluent ce type de critères. Nous, on avait aussi réfléchi à inclure dans nos plans d'action de performance pour les 4 dirigeants des critères ESG, qui était d'ailleurs une demande de nos actionnaires. Et donc, voilà, c'est un travail de concert. C'est-à-dire que ce travail qu'on fait, qui est un travail très long, il n'est pas que pour un bond, il est pour nos financements au sens large, mais aussi pour tous les autres KPI, s'inscrire dans tous les autres KPI qu'on pourrait donner au sein de l'entreprise. Aurélie, est-ce que tous les points d'attention ont été listés ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous paraissent importantes de prévenir à ce stade ? Non, alors les points d'attention, je ne sais pas s'il y a une liste, une checklist à cocher avant de se lancer. Ce qui est certain,
c'est que voilà, quand on veut faire un financement durable, on se dit finalement, est-ce que j'ai, et encore une fois, dans la déclinaison des financements de Séché Environnement, est-ce que j'ai un actif sous-jacent qui est éligible à un financement fléché? Oui, non. Si j'en ai pas, on peut se dire, mais finalement, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce financement Sustainability Link, à partir du moment où on se dit, bon, n'importe quelle entreprise, de par son activité, effectivement, peut générer des objectifs, des critères, et donc on peut se dire, après tout, c'est une forme de démocratisation, ce Sustainability Link, de l'accès au financement durable. Sauf que, il ne faut quand même pas négliger deux grands aspects. Le premier, c'est que pour se lancer dans un financement durable, il faut une certaine maturité de la stratégie RSE dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que l'entreprise puisse définir sur quels objectifs elle veut s'engager. Et ça, c'est pas c'est un travail qui peut être important. Il faut qu'elle puisse définir un cadre. Ça, c'est un premier pan. Et le deuxième pan, et c'est vraiment très important, et c'est en ça notamment que la réglementation va probablement et même sûrement contribuer, c'est cette data extra-financière qui est aujourd'hui non normée. Donc au-delà, et Florence l'évoquait, de devoir définir un objectif, une trajectoire, de devoir tracer des points de courbe, et on n'est pas sur des trajectoires linéaires. Donc ça demande quand même effectivement une attention. Il faut bien garder à l'esprit, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, c'est que l'entreprise va s'engager dans un support financier. Et donc le risque réputationnel, au-delà effectivement de l'incitation à la prime du financement, le risque réputationnel peut être fort. Sur ces datas extra-financières, ce qui est important de voir aussi, c'est que il faut des moyens pour la produire, cette data financière. Il va falloir la produire sur la durée du financement. Donc il faut IT, des moyens IT, et également des moyens humains qu'il ne faut pas sous-estimer. Tout un pan de data extra-financière. Bien sûr. Karl, comment est-ce qu'on peut éviter le greenwashing dans toutes ces opérations ? Est-ce que vous pouvez y être attentif ? À quel stade on regarde ça ? Oui, c'est un peu dans la continuité de ce qui est dit, notamment pour les émissions non fléchées, le risque de greenwashing est plus important. Peut-être une définition, c'est quoi le greenwashing à ce stade ? C'est en fait de prétendre de faire un effort pour le climat ou pour la durabilité qui n'est pas un vrai effort, qui est juste un financement ou un effort ordinaire qui n'envisage pas exactement, n'envisage pas de faire quelque chose d'additionnel de ce qu'on a fait dans le passé. Et donc, pour les investissements qui sont adossés à un KPI, il est très important, et le marché le demande, une opinion tierce. Ça s'appelle donc un second party opinion. Il y a beaucoup de fournisseurs de ces opinions. Nous aussi, nous avons une équipe dédiée donc, au financement durable, une soixantaine d'analystes qui font partie de Ratings. Ça montre bien qu'on est très connectés, nous. Et qu'est-ce qu'ils font ces personnes ? Il y a 3 points d'attention quand il y a une émission et une opinion tierce qui doit être fournie, qui fait partie aussi du lancement du bond. Premièrement, ça a été dit, est-ce que le financement cadre vraiment dans une vraie politique de durabilité ? Parce qu'on n'invente pas un bond du jour au lendemain, il faut qu'il y ait une stratégie derrière, il faut qu'il y ait aussi une attention et un track record historique sur les données, etc. Donc ça doit faire partie de quelque chose de plus grand, et il faut bien comprendre quel est l'engagement de la société. C'est pour ça que quand on fait ces opinions, on rencontre le management, on essaie vraiment de comprendre, oui, est-ce que ce n'est pas du greenwashing, est-ce que ça fait partie de quelque chose de long terme pour la société. Premier point. Le deuxième point que nous et donc les investisseurs regardent, c'est que le KPI est bien défini, qu'il est bien choisi, qu'il est représentatif pour le secteur. Il y a eu des exemples déjà. Dans le marché obligataire, souvent, c'est un KPI, mais 2, évidemment, s'ils sont pertinents, c'est très bien. Souvent, au-delà de 2, le marché obligataire n'en veut pas. Le marché bancaire, souvent, ils auront 5, 6, mais le marché obligataire se limite souvent à un KPI, parfois 2. Et donc, il faut qu'il soit bien défini, pertinent pour le secteur et pour la société. Qu'il y ait un lien direct avec l'impact sur l'environnement, l'impact sur la société. Donc, plutôt une vision extra-financière que purement un impact financier. Donc, le KPI, il est souvent lié à une mesure extra-financière. Et le dernier point sur lequel on passe le plus de temps,
c'est notamment, ça a été mentionné par Aurélie au tout début, vérifier que l'objectif du KPI soit suffisamment ambitieux. Comme j'ai dit, il faut qu'il y ait un vrai effort, une additionnalité de l'impact. Et pour ça, on compare, on regarde deux choses. Premièrement, comment la société va essayer d'améliorer son KPI comparé au passé. Est-ce que c'est une trajectoire qui est vraiment un effort supplémentaire qui montre qu'il y a un investissement au-delà de l'ordinaire? Et le deuxième point, c'est la comparaison avec les pairs. C'est pour ça aussi que les KPI, souvent, pour le marché obligataire, le mieux c'est de prendre un KPI dans le futur peut-être standardisé, mais qui peut être comparé aux pairs, parce que c'est comme ça qu'on peut aussi mesurer que si la société est vraiment mieux positionnée, qu'elle se compare bien à ses pairs en fait. Donc ça, c'est les deux éléments que nous regardons pour finalement dire si l'émission est alignée avec les principes du Sustainable Linked Bonds, comme on a dit au début. Donc ça, c'est la partie Second Party Opinion que nous on fournit, mais d'autres aussi. Je reposerai la question bien sûr à Tikeo tout à l'heure, mais on sent que dans les entreprises, vous progressez, vous arrivez progressivement à mettre en place ces KPI. Qu'est-ce qu'on peut dire de la maturité côté investisseur? Est-ce qu'eux aussi, ils sont dans les starting blocks pour juger, comprendre ces KPI? Ils sont en avance par rapport à vous ou pas toujours? Je ne sais pas à qui je peux poser la question. Allez Florence. Ça dépend. En fait, évidemment, la réponse n'est pas aussi simple que ça. Il y a une fréquence des questions qui est beaucoup plus forte. C'est-à-dire que je pense qu'il y a 2 ans, les questions étaient relativement épisodiques. Là, dans pratiquement toutes les réunions, et notamment avec des investisseurs equity, c'est des questions qui sont assez systématiques. Après, la sophistication des questions est assez variable. Et la teneur des questions est assez variable en fonction de là où on se situe, notamment des deux côtés de l'Atlantique. En Europe, il y a, je pense, une maturité assez forte sur les questions environnementales, notamment en carbone, mais eau et biodiversité. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de questions sociales. D&I, Diversity and Inclusion. Donc il y a des questions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Je pense que ce qu'on note, c'est une sophistication, un équipement, notamment chez les investisseurs, d'équipes dédiées, et une montée en puissance qui est assez importante. Certains investisseurs sont d'ailleurs parfois aidés par des conseils, c'est-à-dire que du coup, effectivement, ils montent aussi en compétences en s'entourant de personnes qui sont assez sachantes. Ça fait partie des sujets qui sont de plus en plus importants. Pour un émetteur ou une entreprise comme nous, on a des conférences equity assez régulières. On a maintenant des conférences equity qui sont dédiées ESG. Et dans beaucoup d'équipes de relations investisseurs, il y a maintenant une personne ou une demi-personne qui s'occupe que de ça, en fait. Donc ça prend pas mal d'ampleur. On chemine ensemble, je pense, avec les investisseurs. On n'a pas forcément toujours les mêmes maturités, mais effectivement, ça prend pas mal d'ampleur. Je pense qu'ils en rendent compte pour eux-mêmes, ils en rendent compte aussi pour leurs clients. Donc il y a tout un écosystème, effectivement, qui se développe assez fortement sur le sujet. Ouais. Alors, je pense que nos auditeurs qui sont là ce matin se posent la question de mettre en place un financement de ce type-là. Alors, quel serait votre conseil, votre recommandation fort de votre expérience? Baptiste, peut-être? Je reviens sur le propos de tout à l'heure. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il ne faut pas sous-estimer l'anticipation. Il faut prendre le temps de travailler sur ses propres critères. Une des grosses difficultés, je trouve, c'est réellement d'aligner l'ensemble des parties et ne pas faire en sorte que ce soit qu'une contrainte. La plupart du temps, c'est une contrainte supplémentaire. Il faut arriver à trouver un chemin sur lequel c'est pas une contrainte, mais c'est cohérent avec la stratégie d'entreprise. Et donc, la définition des critères qui doit être élaborée avec une trajectoire et l'ensemble des contraintes dans la définition du KPI, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en ligne avec l'accord de Paris, il faut que ce soit intelligible, il faut que quelque part, lorsque ça va être présenté à une opinion tierce, il faut que ce soit entendable. Tout ceci, c'est un travail préparatoire qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Il y a des choses qui ont été dites qui sont très importantes, c'est-à-dire que de plus en plus, il y a des normes. Par exemple, quand on dit qu'il n'y a qu'un critère, il n'y a qu'un critère, en effet, aujourd'hui, quand on émet un bond, si on n'en choisit qu'un, on n'a pas le choix. C'est scope 1, c'est réduction des gaz à effet de serre, scope 1, scope 2, et allez, à un moment, ça va être scope 3, pour ceux qui sont déjà passés là. Donc celui-ci,
c'est comme ça devient la norme. Moi, j'incite vraiment, et si j'ai un conseil là-dessus, c'est prenez-en un qui est conforme à votre stratégie. Qui est conforme à votre stratégie dans le sens où, justement, ça va permettre, en plus de ce critère-là, de finalement aligner l'ensemble des planètes, les opérationnels, les commerciaux, la direction générale, la gouvernance sur, finalement, on va délivrer des critères qui sont intelligibles, qui seront vendables aux investisseurs compte tenu des contraintes externes et sur lesquels on peut emmener l'entreprise sur une tendance longue parce que nous aussi, globalement, on s'est retrouvé avec des critères 2025 parce qu'on ne pouvait pas aller au-delà. 2025, c'est déjà long pour le temps d'une entreprise. Karl, une recommandation, un conseil? Nous, on ne donne pas de conseils que vous avez, mais je veux quand même apporter un élément qui est, disons, un conseil pratique pour des trésoriers, des directeurs financiers. C'est qu'il faut être agile quand vous mettez en place un financement durable. Comment après vous l'utilisez et à qui vous vous adressez? Parce que parfois, il y a même des frustrations quand on rencontre des équipes. On n'est pas aligné parce qu'il y a certaines audiences, certains investisseurs qui ont une vision plus extra-financière, tandis qu'une équipe crédit va regarder ESG plus avec une vision impact financier. Et donc, la mise en place d'un Bond Sustainability Link, clairement, c'est l'aspect extra-financier, la KPI qu'il faut mettre en avant. Mais quand vous rencontrez ensuite des équipes, des investisseurs ou des équipes, une agence de notation, c'est qu'il faut quand même bien ensuite se concentrer sur les facteurs ESG qui sont le plus pertinents pour le crédit. Et il faut l'expliquer, il faut aider aussi à faire passer ce message. Comment il fait ces facteurs cadrent dans une stratégie et une stratégie qui a finalement des conséquences sur le crédit. Je vais vous donner quelques exemples. Un KPI ESG, ça peut influencer le positionnement concurrentiel, l'offre de produits qui va être mieux diversifiée, qui va adresser justement ce changement de demande et donc peut avoir plus de croissance. Ça peut évidemment diversifier les sources de financement, c'est très important et ça serait de plus en plus important, mais il faut bien l'expliquer à votre audience. Et le dernier point, c'est aussi, même si aujourd'hui on ne peut pas toujours calculer l'impact financier, une société qui est bien préparée doit faire mieux face aux changements de régulation. Il y aura des changements qui seront imprévisibles. Quand vous écoutez le dernier rapport de la GIEC, clairement, il y aura des changements qu'on ne peut pas anticiper aujourd'hui. Mais quand vous avez déjà préparé une partie du chemin, vous avez de l'optionnalité. Et donc, côté crédit, c'est un message qu'il faut mettre en avant. Donc voilà, c'est tout. Juste pour dire que dans nos réunions avec les sociétés, clairement, on parle RSE, on rencontre des représentants des équipes Sustainability. Mais attention, il faut bien s'adapter à l'audience. Parce que si on parle juste avec l'équipe Sustainability, on va parler par exemple égalité homme-femme, pour nous, probablement, ce ne sera pas le facteur le plus important que le crédit. Donc il faut bien, disons, être agile dans l'adaptation. Je veux juste dire, parce que c'est important, on va publier d'ailleurs aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la différence entre extra-financier et financier? Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est très difficile à mesurer l'impact financier. Et étant donné qu'on peut difficilement en parler, ce n'est pas nécessairement ça qui va changer la notation finale. Mais peut-être dans quelques années, et pour certaines sociétés, ça peut jouer. Oui, je sais bien. Aurélie. Alors, une entreprise m'a dit un jour, et je trouve que j'ai trouvé que le propos était très juste. Elle m'a dit, et ça fait écho à ce que disait Baptiste, il ne faut pas prendre ce sujet du financement durable comme une contrainte, mais comme un outil de transformation. Pourquoi ? Parce que on est face à une période évidemment inédite. On ne sait pas exactement où ça va nous mener. Le GIEC nous dit on a 3 ans. Mais bref, ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas continuer, on ne peut pas continuer en tout cas à fonctionner avec les modes de production que l'on a, avec les modes de comportement que l'on a aujourd'hui, etc. Et donc, il y a une nécessité de se transformer pour les différents acteurs et notamment pour les entreprises. Et ça, c'est une forme d'évidence qui n'est pas si évidente que ça à mettre en place. Et au final, une transformation, ça repose sur, sans paraphraser ce qui a été dit, mais ça repose sur l'acculturation des équipes. Il faut que tout le monde comprenne vers quoi on va, ce que ça implique.
Encore une fois, il faut pouvoir mesurer. Si on a un point A, un point B, il faut pouvoir mesurer entre les deux comment on y va. Donc la mesure et la qualité de la data, c'est essentiel. Et dernier point, il va falloir effectivement le poids du sponsor est clé dans cette histoire de transformation, parce que on l'a dit, c'est un sujet transversal, c'est un sujet qui prend du temps, donc il faut que les personnes y croient et il faut qu'elles dédient du temps. Voilà. Donc ça, c'est essentiel. Florence, un conseil? Alors, peut-être pas un conseil, mais peut-être un retour d'expérience. C'est un super projet d'entreprise. Et je pense qu'effectivement, ce que disait Baptiste, et ça, je pense que c'est important d'insister, c'est très fédérateur. Ça permet aux équipes de se parler, ça permet aux équipes d'avancer et d'apprendre beaucoup de choses. Et donc, je pense que c'est mon principal enseignement, en fait. C'est que c'est un très beau projet qui, je pense, embarque beaucoup de gens. Voilà. Alors, on n'est pas très en avance, mais je peux peut-être prendre deux toutes petites questions rapides, hein, si quelqu'un a profité de... Je ne vois pas. Non, mais je peux descendre. Il y a une question tout là-bas, évidemment. Oui, Lucie, je te laisse. Merci beaucoup et pardon de vous avoir fait courir. Je me suis mis tout là-bas. Donc une question assez facile. On n'a pas parlé des agences extra-financières. Bon, S&P est sur la table, mais vous l'avez dit, Karl, vous êtes plutôt agence de notation financière plutôt qu'extra-financière aujourd'hui, même avec vos acquisitions récentes. Les agences extra-financières, vous en pensez quoi aujourd'hui dans le cadre de la manière dont vous avez construit votre projet d'entreprise et dans la manière dont vous êtes allé voir les investisseurs? Est-ce que ça a été contributif ça peut être une question dans très le parcours méchante, des émetteurs? Elle n'est pas vue comme méchante, c'est vraiment une question d'organisation du marché. Je peux commencer. Ça a été contributif, oui. En fait, effectivement, dans les conseils qui nous accompagnent, c'est peut-être, et je suis assez franche, c'est sans doute pas le partenaire qui a été le plus contributif, même s'il a été. Nous, on a été accompagnés par Natixis. Ils ont fait un super travail, donc je le dis vraiment avec beaucoup d'honnêteté. Le SPO, ça permet, parce que c'est le SPO dont on parle, ça permet de structurer, en fait. Ils ont une méthodologie qui est très éprouvée, donc ça permet de structurer la manière dont on fait notre framework, dont ils décrivent l'opinion. Voilà, ça contribue effectivement à la méthodologie autour du projet. Baptiste? Juste un mot. Alors, je rejoins parfaitement. Nous, d'un côté, très pratico-pratique pour la définition des objectifs, on a été accompagné par Carbone 4 et j'en fais la pub et je ne suis pas actionnaire. Après, sur la partie opinion tierce, on a été accompagné par S&P. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'il y a eu toute une phase de dialogue qui était assez constructive, c'est-à-dire dans le sens où, comme tout ça n'est pas totalement mature, quelque part la discussion a lieu et on n'est pas dans un coup près comme on peut avoir dans une notation stricte. Nous, on a fait en même temps l'exercice notation financière et notation extra-financière. On a quand même beaucoup plus de souplesse dans la discussion sur la partie extra-financière et heureusement parce que objectivement, c'est nécessaire. Après, sur l'intérêt, pour moi, c'est très clair, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs très sophistiqués qui sont dans les roadshows sur lesquels il y a deux personnes, il y a les personnes ESG et puis il y a les personnes financières, les pures analystes financiers. Et là-dessus, quelque part, qu'il y ait un SPO ou pas, ils vont vraiment dans le détail sur la partie ESG. Et puis il y a un ensemble d'investisseurs qui finalement n'ont pas les moyens d'investir dans du plein temps ESG et sur lequel la seconde partie opinion est extrêmement constructive, vu ce qui est écrit, c'est-à-dire ça leur donne un confort en tant que tel, comme on peut trouver un confort sur une notation donnée et sur une note que peut préparer un analyste financier. Donc la partie SPO a été très utile pour beaucoup d'investisseurs. Alors, on va conclure. Enfin, il y aura un temps d'échange après notre matinée, je pense que c'est... mais je ne veux pas prendre de retard. Vraiment, très brièvement, s'il fallait retenir qu'une chose de nos échanges ce matin, qu'est-ce que vous diriez, Florence ? Je pense que c'est très structurel en fait ce changement. Je pense que on s'inscrit c'est pas conjoncturel, c'est pas un effet de mode. Et pour répondre à votre question, en fait, c'est pas un effet de mode. Moi, je suis assez convaincue que dans quelques années, toutes les émissions seront sustainability linked d'une manière ou d'une autre. Donc c'est important effectivement de prendre ce temps-là et comme émetteur, c'est important de s'y préparer. Donc de commencer à y réfléchir, de le faire et effectivement de s'inscrire là-dedans.
Baptiste, en Oui, résumé. c'est une tendance de fond. Il ne faut pas le prendre comme un gimmick. Je pensais le message de ce matin, il faut réellement le prendre comme une tendance structurelle. On crée un projet d'entreprise transformant au sein de l'entreprise. Ça permet d'avoir plein d'effets très intéressants du type l'intérêt pour les jeunes, les nouvelles recrues. Quand on a ce type de projet d'entreprise, moi je le vends en tant que tel aujourd'hui comme venez, on a un vrai projet sur lequel l'ensemble des parties adhèrent. Karl. Oui, je pense que le mot qui a résonné chez moi, c'est démocratisation. C'est, grâce au concept Sustainability Linked Bond, ce marché est ouvert à toute la société. Et deuxièmement, il faut bien se préparer. Je vous invite à lire notre recherche là-dessus. Je vais vous passer, parce que c'est publiquement disponible. On fait par secteur les facteurs les plus importants côté impact financier et impact extra-financier. Donc tous ces rapports seront disponibles dans les 3 semaines à venir. Ils sont sur notre site, mais je vous le fais passer. C'est vraiment pour information. C'est vraiment pour aider le marché à comprendre la différence. Aurélie, en une phrase. En résonance avec ce concept de tendance de fond, ce qu'on voit, c'est que le financement durable, c'est pas un événement isolé, c'est pas une case à cocher une fois pour toutes pour l'entreprise, mais ça s'inscrit dans une dynamique. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, pour moi, c'est quelque chose de très fort, c'est que ça doit néanmoins, un des prérequis très forts, c'est que ce financement durable, il doit s'inscrire dans la réalité de l'entreprise pour ne pas cocher une autre case qui est celle du greenwashing, évidemment. Merci beaucoup à tous les 4. Et on va poursuivre nos échanges dans quelques instants pour parler financeur, voir le point de vue du financeur. Merci. Cécile, vous êtes ingénieure agronome, vous êtes diplômée de Grignon. Vous avez rejoint le groupe de gestion d'actifs alternatifs Tikeo il y a un peu moins d'1 an. Vous êtes directrice générale adjointe et vous pilotez la fonction ESG et Impact chez eux. Je rappelle qu'auparavant, vous avez été notamment directrice financière du groupe Danone. Alors, peut-être une réaction tout d'abord aux échanges de ce matin. Buviez du petit lait? Alors, plusieurs réactions. D'abord, effectivement, je pense qu'on est sur le bon chemin et on avance. Mais peut-être 3 sujets qui ont été évoqués et qui montrent qu'il y a encore des contraintes et un système qui n'a pas bougé et qui aujourd'hui, du coup, permet pas forcément le changement systémique. Le premier, c'est quand il était évoqué, c'est bien parce que les équipes se parlent. Moi, quand j'étais chez Danone, j'étais CFO et j'avais la sustainability, puisqu'on s'était dit avec Emmanuel qu'il fallait que la tension soit dans le même cerveau. Parce qu'à la fin, ceux qui prennent les décisions et ceux qui allouent les ressources doivent aussi être en charge des progrès extra-financiers. Sinon, vous avez des organisations un peu parallèles avec des directions RSE qui font des politiques et finalement l'opérationnel qui prend son temps pour changer et s'approprier. Donc ça, je pense que c'est un sujet extrêmement important. Danone était assez en avance et peu de sociétés sont encore organisées comme ça, non? Oui, mais pour moi, c'est un vrai levier d'organisation pour vraiment accélérer la convergence des décisions. Après, sur les obligations, pour en avoir fait plusieurs, en fait, un des sujets pour moi, c'est effectivement le sujet des actifs sous-jacents et aussi le fait que en fait, vous pouvez flécher sur des projets en partie passés. Or, aujourd'hui, quand on regarde, il nous reste jusqu'à 2030 pour baisser de moitié les émissions carbone. Il faut qu'on investisse 4 trilliards par an. Le dernier rapport du GIEC dit qu'on a 2-3 ans pour atteindre le pic. Donc en fait, il faut vraiment qu'on ait des méthodes et des outils qui se focusent sur qu'est-ce qu'on doit faire et quels sont les objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde se cherche un peu et que probablement il faut aider les entreprises à se mettre sur vraiment les niveaux d'enjeux absolument prioritaires. Donc voilà, et après la temporalité qui est super importante parce qu'effectivement en fait aujourd'hui on a plutôt rajouté des choses aux entreprises que changer le système, changer le mode de fonctionnement. On n'a pas aujourd'hui de quoi valoriser dans Excel les sujets extra-financiers comme on regarde la performance.
Donc on n'a pas forcément de quoi éclairer les investisseurs sur l'alpha et le bêta qui sont forcés par ça. Donc il y a encore un gros sujet de convergence à faire, mais comme c'est les décisions qui doivent se prendre aujourd'hui, on n'a pas le temps. Donc on est obligé d'avancer, quoi qu'il arrive, de façon parfois un peu chancelante, mais il faut qu'on avance. Concrètement, chez Tikeo, qu'est-ce que vous regardez comme critères? Alors nous, on a plusieurs niveaux. D'abord, toutes les compagnies qui entrent en portefeuille sont regardées au travers de critères ESG au même titre que les critères financiers. On a une fiche propriétaire qu'on regarde sur l'ensemble des critères, et ça c'est 100%. Il y a une liste d'exclusion, il y a des listes de watchlist qui passent dans une gouvernance spécifique pour vérifier qu'on est bien sur les bons rails. Et après, on a une plateforme impact, où là, on part vraiment de l'intentionnalité d'impact. Donc, c'est quoi la théorie du changement? Qu'est-ce qu'on essaye de traiter? Donc, typiquement, on a une plateforme sur la transition énergétique. Donc là, avec des objectifs super clairs qui sont efficacité énergétique, pénétration du renouvelable et mobilité bas carbone. On a lancé la semaine dernière une initiative impact dédiée à l'agriculture régénératrice. Et là, ce qui est très important, c'est qu'en fait, vous partez de l'objectif impact, de l'intentionnalité, et ça, c'est super important. Parce que l'autre sujet que vous avez, c'est qu'aujourd'hui, les chaînes de valeur sont extrêmement morcelées, avec chaque acteur qui essaye de faire son bout de chemin. Sauf que la majorité des impacts sont dans les scopes 3, donc dans les scopes indirects des entreprises, donc chez vos fournisseurs, chez vos clients. Et ça, c'est un sujet collectif, d'action collective. Et on n'a pas encore réussi à casser le système. Et c'est pour ça que nous, en fait, la façon dont on travaille, c'est on part de l'intentionnalité. On fait ça avec des partenaires de chaînes de valeur. Donc typiquement, l'agriculture régénérative, on s'est mis en partenariat avec Unilever. Et on adresse toute la chaîne de valeur avec des objectifs extrêmement clairs. Et nous, ce qu'on essaye de faire aussi vis-à-vis des entreprises, parce qu'on n'en a pas tellement parlé, mais pour des entreprises, et notamment des entreprises de taille moyenne et petite, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que tous les index, tous les reportings qu'elles ont à faire en plus de ce qu'elles faisaient avant, le fait d'avoir la bonne pédagogie, c'est un cauchemar. Donc au-delà du capital, nous, notre rôle, c'est aussi vraiment de les accompagner sur comprendre où sont leurs enjeux d'impact, où est-ce qu'il faut qu'elles se concentrent, et de les aider à construire le bon roadmap et à les accompagner dans la durée. Donc nous, on ne fait pas de LBO, on fait vraiment du financement de dette privée et du capital financement en investissement minoritaire ou majoritaire sur du temps long. Parce qu'on a la capacité, nous, de créer des solutions qui réconcilient le sujet de la temporalité. Puisqu'aujourd'hui, l'extra-financier est un investissement dont la valeur ne sera visible ou mesurée que beaucoup plus tard. Donc pour beaucoup, ça se traduit, en fait, c'est un coût. Vous parlez surtout climat, les indicateurs de type S comme social et G comme gouvernance, c'est moins important? Alors non, c'est pas moins important. Nous, on a 4 priorités qu'on a fixées. Donc il y a climat, biodiversité, il y a l'innovation, parce que ça va être extrêmement important d'innover, pas seulement dans la technologie, mais aussi dans les façons de travailler et dans la façon dont on regarde et on mesure. On a le développement économique et l'inclusion sociale, et notamment on a un fonds impact sur notre immobilier, puisque l'immobilier est majeur sur la réduction de l'énergie, mais aussi sur la biodiversité, la densité, comment on réorganise des communautés, et la santé. Et pourquoi notre plateforme climat aujourd'hui, elle est plus développée? Parce qu'on a une absolue urgence climatique. Et donc c'est vrai qu'on a priorisé, on a mis en place un centre d'action climat, et on a priorisé d'aller massifier et d'aller vraiment chercher à l'échelle comment on peut soutenir la transition énergétique, puisque le temps, c'est une course contre la montre, c'est pas une course les uns contre les autres. Donc c'est hyper important qu'on... La finance, en fait, elle a
elle a une responsabilité et un rôle extrêmement clé parce que si on regarde ce qu'on fait nous, on collecte de l'épargne mondiale et on l'alloue dans des solutions de financement pour supporter au sens anglais, pour soutenir l'économie réelle. Et donc on a absolument le choix et donc la responsabilité de flécher justement là où on va soutenir. Et donc de créer du changement positif. Donc pour nous, c'est extrêmement clair qu'on a un rôle à jouer. Et d'autre part, il va falloir des solutions financières innovantes, notamment comment on regarde le long terme, comment on accompagne. Et ça, la finance va avoir un rôle clé à jouer. Tout à l'heure, on parlait des investisseurs et du fait qu'ils sont en train de changer de comportement. Je pense qu'effectivement, ils sont en train de changer. Je pense qu'on a aussi besoin pour un certain nombre, de les aider à éclairer leur choix, parce que c'est encore, ils ont plein d'indices qui remontent sur les sujets ESG, mais qui font pas partie du PNL, et à la fin, ils regardent deux choses qui se parlent pas. Donc je pense qu'il y a encore du travail là-dessus, mais encore une fois, on a la responsabilité d'agir, de tester des solutions et d'aider les entreprises à avancer. Celles qui ne jouent pas le jeu, on l'a évoqué tout à l'heure, celles qui ne se lancent pas dans cette réflexion, dans cette préparation pour être prêtes demain, est-ce qu'à court terme, à moyen terme, elles pourront plus financer ? Je pense qu'il y a peu d'entreprises qui ne le font pas par cynisme ou par volonté. Donc il y a vraiment un sujet de comment on facilite la transformation et la transition, et ça passera par la mesure et la valorisation de la mesure et la finance pour aider. Après, quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, il y a un certain nombre de grosses entreprises qui désinvestissent de leur activité dite marron. Le problème que vous avez, c'est qu'en fait, vous avez toujours des gens pour les récupérer à très bas prix, parce que finalement, c'est des activités qui génèrent du cash flow. Et donc, qu'est-ce que ça devient demain ? Parce que personne ne va investir dedans. Donc, c'est des gens qui vont profiter un peu des années de cash flow. Que deviennent les équipes ? Que deviennent les actifs ? Donc, pour moi, il est très important de ne pas être sur les best in class ou le vert qui va devenir vert et les nouvelles technologies, mais vraiment d'accompagner la transition de tout le monde. Parce que aujourd'hui, quand on regarde sur 2030 pour baisser de moitié les émissions carbone, la majeure partie des solutions viendront de la massification de technologies existantes. Et après, sur 2050, ce sera plus des nouvelles technologies. Et ça va venir à 75% du secteur privé. Donc il faut vraiment qu'on arrive à enclencher le mouvement et qu'on évite d'autres catastrophes sur des gens qui laisseraient complètement tomber un certain pan des actifs. Pour être très pratique, quel conseil vous donnez à un dirigeant qui vous écoute et qui se pose des questions ? Le conseil, c'est vraiment bouger les organisations pour bouger les équipes. Et donc, ce que je disais sur, à la fin, on aura réussi si on n'en parle plus. Et donc, chaque personne dans l'entreprise, elle doit avoir sa part d'extra-financier dans son domaine, à son niveau, et pas des équipes en parallèle. Nous, chez Tikehau Capital, on a mis les équipes ESG dans les équipes business, dans les équipes d'investissement. Parce qu'il faut de la proximité, il faut de l'agilité et il faut de l'upskilling. Tout le monde n'est pas obligé de tout connaître dès le lendemain, mais quand vous vivez ensemble, à la fin, c'est des réflexes. Nous, on s'aperçoit que les équipes poussent de plus en plus une fois qu'elles ont plus de connaissances. Donc ça, c'est vraiment un sujet. En fait, c'est difficile de dire aux gens de tout changer sans rien changer de leurs contraintes, de leur cadre, de la façon dont on fait le budget annuel, etc. Donc il y a un moment, il faut arriver à changer les codes pour débugger le système. Et après, moi, je ne suis pas tellement dans les conseils, donc vraiment, nous, c'est l'action collective. Il faut comprendre que, notamment, le climat, c'est collectif.
Il faut qu'on arrive à rassembler autour d'un objectif commun, parce que c'est aussi l'alignement d'intérêts qui est hyper important. Et tant que les gens sont avec des injonctions contradictoires, c'est difficile de bouger. Et nous, on met de notre bilan dans toutes nos stratégies impact, justement, pour être complètement alignés dans nos intérêts avec ce qu'on fait et ce qu'on demande aux entreprises. Donc voilà. Merci beaucoup, Cécile Cabanis. Je vous propose de rejoindre la salle et je vais demander à Aurélie Rabou-Georges et Yann Guillemard de nous rejoindre. Alors, on se retrouve pour une petite séquence de regards croisés. J'ai préparé toute une série de questions pour Aurélie Rabou-Georges que nous retrouvons donc associée d'aide et en conseil d'aide et trésorerie chez Mazars. Et à vos côtés, Aurélie, Yann Guillemard, vous êtes associé d'aide et trésorerie chez Mazars aussi. Je pense que je vais revenir sur des petits points qu'on a peut-être effleurés à la fois dans la table ronde ou dans les échanges avec Cécile Cabanis, mais l'idée c'est d'avoir des petites réponses très directes pour ceux qui sont en train de plancher ou qui vont plancher sur un financement durable. Alors, tout d'abord, comment faire son choix entre les différents supports de financement durable? On a vu qu'il y avait plusieurs types et plusieurs types d'indices. Donc, qu'est-ce que vous conseillez, Aurélie? Alors, premièrement, un point qui est très important, c'est que même si on a parlé de généralisation du financement durable, du fait que ce n'est pas un événement isolé, etc., cet aspect durable, c'est un des éléments, alors j'allais dire seulement, mais c'est un des éléments de réflexion qui vient nourrir la réflexion quand on pense à sa structure de financement. Voilà. Ça doit pas être, la structure de financement de l'entreprise, elle n'est pas déterminée par ce critère de durabilité. C'est un point très important. Alors ensuite, je vais revenir un peu sur cette notion fléchée, non fléchée, mais un des premiers éléments dans l'arbre de décision, finalement, ça peut être de se dire, aujourd'hui, est-ce que j'ai dans ma base d'actifs éligible un actif qui effectivement nécessite un financement qui est éligible au fléché. Bon. Si je ne coche pas cette case-là, effectivement, ensuite se pose la question de savoir est-ce que je suis une entreprise qui a accès au financement obligataire ou est-ce que je suis une entreprise aujourd'hui qui est financée 100% bancaire et qui, de toute façon, de par les montants ou de par d'autres contraintes, ne peut pas aller sur du financement obligataire. Ensuite, un élément très important, c'est de se demander, et ça c'est vraiment un élément fort, au final, à travers ce financement durable, quels objectifs je cherche à atteindre. Est-ce que, comme l'évoquait Florence tout à l'heure, je cherche à diversifier ma base d'investisseurs? Est-ce que je fais face à des investisseurs privés qui effectivement me demandent comment est-ce que j'insère ma dimension durable dans mon financement? Quel est mon degré de maturité RSE? Sur quels critères j'ai envie de m'engager? Et point essentiel également qui a été évoqué, quelle est la bande passante que j'ai pour mes équipes, puisque, on l'a dit tout à l'heure, dans le cas d'un financement obligataire, par exemple, je vais devoir produire ce qu'on appelle un framework, c'est-à-dire un cadre qui vient présenter ma stratégie de développement durable et comment est-ce que ce financement va venir s'y insérer. C'est quelque chose d'assez lourd, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc la question, c'est par rapport à la temporalité, est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai envie de me donner ce temps ou on peut aussi voir le sujet en se disant finalement par quel outil de financement j'ai envie de commencer. Garder en tête, je crois qu'un des éléments importants, c'est qu'un financement bancaire, parce que les interlocuteurs sont plus réduits en nombre, notamment, mais pas que, un financement bancaire sera plus souple dans sa mise en place et dans sa gestion. Et que ça, c'est un point, peut-être un point déterminant justement dans ce choix de support. Yann, un mot complément? Aurélie a presque tout dit, mais j'ai envie de dire que le type de support, il peut être intéressant aussi en fonction des objectifs qu'on se fixe. On voit bien aujourd'hui qu'un des enjeux, ça va être de travailler en fait l'accélération du scope 3. Et pourquoi pas lier ça finalement au financement durable aussi. Et je pense notamment aux fournisseurs qui sont un vivier important dans la génération de ce fameux scope 3, notamment sur le carbone. Et donc on peut imaginer aussi peut-être des outils de financement durable qui vont porter sur le court terme, qui vont porter sur la résilience de la supply chain, sur l'engagement des fournisseurs aux côtés finalement du corporate qui s'engage aussi pour le climat notamment. On a évoqué tout à l'heure la primo durable ou pas primo durable. Alors concrètement, je mets en place un financement, est-ce que je vais être pénalisé? Est-ce que j'ai une prime? Alors,
J'aime beaucoup ce sujet de la prime au durable parce que c'est un sujet qui a beaucoup été évoqué. Cette prime, tout le monde a essayé de l'identifier, de la déduire. Voilà. Je pense qu'on... Et ça a été un peu évoqué ce matin, même un peu de manière très directe. Il n'y a pas de... Alors, la prime, elle peut se voir de deux façons. Si on parle de prime financière, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de prime financière en tant que telle. Au fond, c'est une forme de buzz marketing. Hein. Si vous voulez, si on prend, dans le cas d'un financement obligataire, si on prend le sujet de la guerre en Ukraine ou des anticipations d'inflation sur une courbe de spread, ça va faire bouger la courbe. En revanche, si je prends le cas d'un financement green, typiquement, la prime, elle va se situer plutôt à l'émission. Vous allez avoir un greenium, peut-être parce que c'est vert, peut-être parce que vous allez avoir une base d'investisseurs plus large et donc vous allez pouvoir resserrer finalement le prix de votre émission obligataire. Au final, il faut pouvoir l'objectiver, ce greenium. Et pour l'objectiver, il faut avoir un point de courbe par rapport à ce que serait un financement traditionnel sans le green. Toutes les entreprises qui se lancent dans l'obligataire n'ont pas forcément le point de courbe correspondant. Donc c'est assez difficile à identifier. Ensuite, si on se situe dans le cadre d'un financement Sustainability Link, on a évoqué tout à l'heure 25 points de base de malus, hein, quelque part de pénalité, exactement. Donc un surcoût pour l'entreprise. Bon, ce malus, cette pénalité, il faut la replacer dans un contexte pré-taxe anti-inflationniste. C'est pas ça qui va, c'est pas ça qui va inciter un investisseur à venir. Il va pas se dire tiens, j'investis parce que là j'ai un petit bonus de 25 points de base. Si on se place sur le point de vue du financement bancaire, dans le cas d'un financement bancaire indexé effectivement sur des objectifs de développement durable, on parle de quelques points de base par KPI, et si le financement bancaire n'est pas tiré, n'est pas utilisé, c'est même encore moins. Donc au final, voilà, encore une fois, la prime financière n'existe pas. En revanche, la vraie prime, et on l'évoquait tout à l'heure, c'était une de vos questions à Cécile Cabanis, la vraie prime, c'est l'accès au financement. C'est de savoir dans quelle mesure je suis attractif vis-à-vis du prêteur ou de l'investisseur auquel je m'adresse. On a compris qu'il y avait une prime, enfin un inconvénient, une pénalité ou une prime. Est-ce qu'on a le choix, Yann? En fait, c'est le mécanisme lui-même qui... Je pense que c'est ce que disait Aurélie un petit peu sur le bonus. En fait, cette prime, elle n'existe pas en valeur absolue. Aujourd'hui, elle ne sert pas à grand-chose. Voilà, elle ne va pas être incitative d'un côté ou d'un autre. Ce que je veux dire, dans la mécanique, quand je mets en place un financement, est-ce que je peux prévoir un plus si est atteint, un moins si je n'ai pas réussi, et même qu'est-ce qu'on fait de la différence en fait? Alors, on peut faire plein de choses. Mais j'ai envie de dire qu'en fait, la question elle est intéressante à partir du moment où on regarde comment on va flécher l'usage éventuellement de cette différence de coût entre j'ai réussi à atteindre mes objectifs ou pas. Et là, il y a plein de réflexions qui se mènent en ce moment sur la place pour justement utiliser ces différences-là, éventuellement pour l'affecter à un fonds dans l'entreprise, qui sera éventuellement lui aussi abondé de manière concrète, de façon à pouvoir aider finalement l'entreprise qui a souscrit ce type de financement à être plus vertueuse, à atteindre ses objectifs demain. C'est intéressant aussi parce que le financeur en tant que tel, celui qui va être derrière, ce qui va l'intéresser, c'est de s'assurer qu'à la fin, l'investissement qu'il a fait, il est bien fléché vers des actions de nature ESG. Et s'il obtient quelque part, en tout cas l'emprunteur obtient, a un malus qui devient en fait un bonus pour le financier, de l'autre côté, c'est un petit peu gênant tout ça. L'idée, c'est vraiment de travailler ça. Et un des exemples les plus concrets qu'on puisse voir aujourd'hui, c'est probablement sur la supply chain, justement, pour aider ses fournisseurs à travers des formations, à travers notamment les fournisseurs les plus petits, les plus sensibles économiquement, à rejoindre en fait les objectifs ESG. Concrètement, si je n'atteins pas mes objectifs, je vais devoir payer une espèce d'amende qui serait versée à mes fournisseurs pour les former et que finalement on y arrive mieux. Ce sera un exemple un peu concret, ouais, c'est un bon résumé. Après, est-ce que c'est en œuvre? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Là, il y a plein de questions, évidemment. Parce que ce que j'ai vu ou cru comprendre sur le marché, c'est quand même souvent, finalement, c'est l'investisseur qui va recevoir un petit chèque des pénalités. Et c'est quand même assez sournois de penser que l'investisseur va finalement se réjouir financièrement. Il va sûrement être très très triste que je n'ai pas atteint les objectifs. Mais financièrement, il aura quand même un avantage. Ça se voit beaucoup, ça encore? Ça se voit généralement encore, oui. Mais je pense que c'est un défaut de maturité de la réflexion et de la mise en œuvre qui n'est pas simple. Mais
plus le marché ira vers finalement le réemploi de la non-atteinte de cet objectif, et il faut que le bonus ou le malus il commence à être significatif aussi en termes de volume, parce que quelques points de base, ça ne va pas jouer beaucoup dans ce fonds-là. C'est pour ça qu'on parle aussi parfois d'abondement, y compris du donneur d'ordre, ou en tout cas de celui qui va souscrire le financement, pour justement avoir un effet de levier encore plus important dans sa transformation. En pratique, on parle de financements qui sont quand même très récents. Alors, il y a des opérations qui ont été débouclées où tout ça, on est dans la théorie parce que finalement, les financements qui ont été lancés il y a 3 ans, on n'a pas assez de recul pour que la pénalité ou la prime ait été... la prime, elle est au début, mais la pénalité ait été versée. Oui, alors ça c'est un point très important. On tourne beaucoup autour de ce sujet de la maturité du marché et des financements mis en place. Ce marché du sustainability link, il est un peu tout neuf. Donc il a eu un essor très important 2020 et encore plus 2021 vraiment. Car nous a donné les chiffres d'ailleurs. Voilà. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que sur un financement bancaire, je vais regarder effectivement si je suis à l'atteinte ou non et avoir cette sanction ou cette incitation financière chaque année. Sur un financement obligataire, la prime, elle va être 1 an avant la maturité de l'émission obligataire. Donc des émissions obligataires qui ont été faites en 2021, pour l'instant, la prime, elle n'a pas encore été déclenchée. Très concrètement, comment on choisit ces KPI, donc ces indicateurs de performance, hein. On a cité plein de types d'indicateurs de performance, mais si demain on veut mettre un financement, qu'est-ce que vous recommandez comme KPI? Alors, moi, je ne recommande rien, mais il y a des principes. Alors, il y a là encore le cadre général, hein, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est marqué par 2 caractéristiques. La première, c'est qu'il y a une forme de souplesse, encore une fois, avec cette maturité en chemin. Et néanmoins, il y a des critères essentiels à respecter. Premier critère, et on n'y déroge pas, c'est que le KPI qui va être choisi, c'est un KPI qui doit être pertinent, qui doit être essentiel et matériel pour l'émetteur ou l'emprunteur, et qui doit avoir une portée stratégique très importante. Karl l'évoquait tout à l'heure, l'autre caractéristique importante du KPI, c'est que sa finalité doit être en faveur du développement durable. Baisser ma consommation d'électricité pour augmenter ma top line, ça c'est pas acceptable. Voilà, c'est un peu une évidence, mais enfin c'est quand même bien de le dire. On a évoqué ce sujet de la standardisation. Le KPI doit être néanmoins standardisé. On évoquait tout à l'heure que voilà, le CO2 c'est un des KPI incontournables parce que, et encore une fois dans cet aspect de valeur absolue et de valeur relative, ce qu'il faut à la fin c'est mesurer pour comparer. Et donc il faut pouvoir comparer les entreprises entre elles à l'aune des KPI et des performances qu'elles auront générées. Donc le KPI doit permettre d'être comparable au sein du même secteur. Voilà. Ça, c'est extrêmement important. L'investisseur doit aussi pouvoir juger de la performance d'une entreprise, tout comme il demande en général à regarder la performance historique, hein, financière. Sur un KPI, la recommandation, c'est d'avoir à minima 3 ans d'antériorité sur le KPI. Et donc, de facto, on recommande plutôt d'aller sur des KPI, des indicateurs qui sont déjà existants. Et comme un des autres critères, c'est que le KPI doit être vérifiable par une entité externe, indépendante, on recommande plutôt d'aller sur des KPI déjà existants et déjà audités. Je suis convaincue, j'ai compris que c'était absolument essentiel de me lancer. Quelle est la première étape, Yann? Par quoi je commence? De manière concrète, j'aime bien penser qu'en fait, l'opérationnel est quand même le premier critère de choix. Et on n'y pense peut-être pas assez, mais je pense que quand on travaille sur sa supply chain, très sincèrement, on rentre très vite dans un projet d'entreprise, comme l'évoquait Baptiste tout à l'heure, comme l'évoquait Florence également. Et donc j'aurais tendance à penser que le financement du court terme, c'est peut-être une première étape assez intéressante pour aller chercher finalement un financement durable qui va embarquer l'entreprise dans son quotidien et de manière pérenne. Et quand je dis l'entreprise, c'est l'entreprise et son écosystème. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on a un effet de levier de transition qui est effectivement important. Alors c'est un vrai projet d'entreprise, hein. C'est pas un truc qu'on va lancer comme ça, il y a plein de streams, de communication interne, de communication externe, et je trouve que c'est un premier pilote qui va mettre en place ça de manière assez directe, où on est obligé de travailler avec les achats, voilà, typiquement, de travailler aussi sur l'image qu'on veut renvoyer vis-à-vis de ses fournisseurs, avec son écosystème. Et du coup, je pense que c'est vraiment une première étape accessible. On était en discussion il y a quelques semaines avec des grands acheteurs, des grands corporates qui pensent à ce Sustainability Link Supply Chain Finance.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est une première étape intéressante à regarder, en tout cas, voilà, pour mettre en œuvre ce projet d'entreprise. Est-ce qu'il y a une ou deux questions là? On a un tout petit peu de temps. Je peux redonner un micro ou la parole. Je ne vous vois pas du tout, donc il va falloir bouger très fort. Je sens très un peu loquace aujourd'hui. Alors, si on n'a pas de questions, moi un élément qu'on n'a pas évoqué, enfin qu'on a un peu évoqué, mais je pense que c'est important d'apporter une précision, c'est finalement parce qu'on a souvent la question, on nous pose souvent la question du nombre de KPI qu'il faut choisir. Je reviens sur cet élément-là. Baptiste disait tout à l'heure 1 ou 2 KPI. Pourquoi sur le format obligataire, effectivement, ce qui est en train de se dessiner, c'est plutôt 1 ou 2. Pourquoi 1 ou 2? Parce qu'encore une fois, il faut que les investisseurs puissent, et c'est une des conditions sine qua non de la RAPETI, puissent comparer les émissions entre elles, la performance future des émissions. Et on voit bien que si on commence à mettre plus que 2 KPI, surtout que les 2 KPI vont être jugés de concert, hein, la prime va se déclencher si les 2 sont atteints. C'est souvent comme ça sont structurées les émissions. Si on en a plus que 2, ça commence à devenir assez illisible et assez peu cohérent. La performance, on ne sait plus trop si elle tient du coup à des critères environnementaux ou sociaux, etc. Donc l'obligataire, c'est plutôt 2. Sur du bancaire, la recommandation, c'est plutôt 3. Plutôt 3. 3, le bancaire, en fait, encore une fois, est plus souple dans sa gestion. Donc le bancaire va être peut-être encadré, encore une fois, on va définir un peu plus les choses, on va être un peu plus ambitieux sur du bancaire, ambitieux dans le nombre, encore une fois, parce que si jamais on a besoin, et en lien avec cette immaturité du marché, mais aussi de la data qu'on peut produire, si on a besoin de bouger, d'adapter son KPI, d'y apporter un amendement, ce sera évidemment plus évident de le faire et plus facile de le faire sur du bancaire que sur un obligataire public, très concrètement. Et voilà, je pense que je voulais apporter cette précision. Et dans ces différents indicateurs, on peut mélanger vert et social, vert et gouvernance, où il faut avoir un axe? Alors, on peut tout à fait les mélanger. Un des critères sine qua non, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Celui-ci, c'est un incontournable. En général, et notamment sur du bancaire, on est plutôt sur 2 KPI assez généralistes et un KPI qui va être spécifique à l'industrie. Je prends un exemple assez généraliste. On peut mélanger, on le voit assez souvent, des émissions avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un deuxième KPI qui peut être la réduction des inégalités hommes-femmes ou l'accession des femmes aux instances de direction, et un troisième KPI, ça va être par exemple sur la consommation d'une énergie spécifique propre à une activité, ou voilà, ça typiquement on le voit assez souvent, ça peut se mélanger. Mais encore une fois, il faut garder à l'esprit que ça doit être lisible pour le prêteur. On arrive au terme de notre matinée, alors j'ai envie de vous reposer la question qui était notre titre. Effet de mode, impératif, tendance durable, qu'est-ce qu'on doit dire de ces financements aujourd'hui? Yann? Je ne crois pas que ce soit un effet de mode. Au pire, au mieux, c'est plutôt une nouveauté. Et elle ne va pas tarder à intégrer de manière totalement définitive et structurelle la façon dont les entreprises vont pouvoir accéder au financement. On ne fera pas machine arrière. Je crois que le rapport du GIEC nous alarme là-dessus. Et si on faisait machine arrière, je pense en tout cas, on se met dans une situation où ce sera encore pire. Voilà. Donc, la conclusion pour moi, c'est qu'il faut anticiper, il faut essayer de modéliser, il faut se préparer finalement à cet impact durable, du financement durable dans l'entreprise. Et donc, voilà, c'est une transition inéluctable, il faut y aller, quoi. Aurélie, le mot de la fin? Alors moi, avec tout ce qui a été dit, j'aurais du mal à vous dire si c'est un effet de mode. Je crois qu'effectivement, quelque chose qui est apparu, je crois, premier financement green, ça devait être 2007. Voilà. Quelque chose qui avait plutôt un caractère d'effet de niche est en train de se généraliser. Ça, c'est une première tendance. Et néanmoins, derrière cette généralisation, ce qu'on voit bien poindre, c'est une forme d'hétérogénéité. Et l'hétérogénéité, elle s'apprécie sur la maturité RSE des entreprises. Elle s'apprécie par rapport aux moyens que l'entreprise a à sa disposition. On n'a pas beaucoup évoqué, mais un petit peu quand même, le mot ETI. Mais c'est vrai que toutes les entreprises n'ont pas forcément des moyens aujourd'hui à dédier à ces travaux de fond. On a cette hétérogénéité évidemment au travers de la data. On a cette hétérogénéité, et ça il faut vraiment le prendre en compte aussi, dans les méthodes d'analyse des prêteurs, des investisseurs. Aujourd'hui, tout le monde est en train de construire, c'est un cheminement. Il y a les secteurs aussi. Baptiste disait, moi, dans mon secteur, c'est quelque part, ça s'impose à moi, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Et il y a des secteurs où on fait plutôt figure de bon élève quand on y va, de précurseur, parce que voilà, c'est pas encore au stade de l'obligation. Donc, face à cette urgence climatique,
malgré cette hétérogénéité, mais face à cette urgence climatique, la réponse, c'est qu'il faut y aller. On n'a pas le choix. Hein. Il y a pas de... la posture qui consiste à dire qu'on avait quand même pas mal encore il y a un an et demi, qui disait moi j'attends que ça se stabilise un peu avant de faire quelque chose. Cette posture-là, de ne rien faire, elle n'est pas audible. Donc à minima aujourd'hui, une entreprise doit se préparer. Voilà, c'est un peu le mot de la fin pour moi. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée et à bientôt en replay aussi.